En attendant le conseil conjoint des ministres burkinabés et ivoiriens prévu pour demain mardi, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se concertent. Alpha Bari et Kandia Camara ont leurs yeux dans le rapport des experts. Les deux patrons de la diplomatie ont également évoqué la question de la réouverture des frontières. La fin de mission pour Newton Ahmed Bari à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il dit partir la tête haute. Newton Ahmed Bari qui est allé au rapport ce matin au palais présidentiel. Voici pour le sommet, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 19h30 avec le sentiment du devoir accompli malgré l'adversité aux multiples visages. Newton Ahmed Bari vient rendre compte de l'organisation des élections couplées du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Le président de la Commission électorale nationale indépendante qui, en tout cas, dénonce l'instabilité législative du code électoral, un code modifié 3 fois en l'espace d'1 mois. On écoute Newton Ahmed Bari. Nous sommes, comme vous savez, en fin de mandat. Et comme il est de coutume, et c'est prescrit dans le code électoral, nous sommes venus remettre le rapport final des élections générales au chef de l'État et lui parler un peu évidemment de ce que nous avons pu faire. Profiter de l'occasion, parce que c'est la première fois qu'il recevait la CENI en tant qu'entité, lui présenter toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès pour le second mandat que le peuple a bien voulu lui confier. Du contenu du rapport, nous sommes revenus sur l'ensemble des péripéties qui ont accompagné évidemment les élections du 22 novembre, l'organisation qui n'a pas été facile dans le cadre d'un contexte à la fois sécuritaire et Covid. Ensuite, la question évidemment de l'instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins de 3 ans, dont 2 fois la même année, et puis dont la dernière a eu lieu à moins de 70 jours de l'élection, ce qui n'a pas facilité tous les éléments. Ensuite, nous avons aussi parlé des coûts. Malgré le contexte de la Covid, malgré le contexte de l'insécurité, malgré le fait que les Burkinabés de l'étranger ont voté pour la première fois, notre budget cette année, pour l'opération électorale seulement, non compris évidemment l'enrôlement des électeurs, est autour de 21 milliards. C'est-à-dire que nous avons fait moins cher que l'élection de 2015 en matière évidemment du coût. Malgré le contexte des Burkinabés, que le Burkinabé de l'étranger ait voté pour la première fois, malgré la situation de l'insécurité, nous sommes à 21 milliards, ce qui amène les ratios coût-électeur dans notre pays autour de 6 $, c'est-à-dire 3 000 francs CFA, ce qui nous met donc dans le haut du pavé, c'est-à-dire en dehors du Rwanda, où le coût électeur est de 1 $, nous sommes parmi les pays qui organisent les élections les moins chères en Afrique. Nous parlons de notre mandat, nous sommes venus parler de ça. Le reste, évidemment, appartient à ceux qui viendront. Oui, il y a des recommandations qui ont été faites, notamment sur la stabilité législative, parce que si nous avions su, évidemment, et si on devait recommencer, je l'ai dit au chef de l'État, une loi changée à 70 jours des élections, nous aurions dû demander et obtenir le renvoi de la date des élections. Donc il faut évidemment l'instabilité législative pour permettre donc que les élections se tiennent dans les meilleures conditions. Il faut aussi naturellement travailler sur les coûts et pour les amoindrir encore. Le 9e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre burkinabé est arrivé cet après-midi à Abidjan pour le Conseil des ministres conjoints prévu pour demain. Les experts, eux, ont fini leur travail. Ce lundi, ce sont les deux chefs de la diplomatie des deux pays qui se sont rencontrés. Les grands sujets à l'ordre du jour restent la réouverture des frontières et la question sécuritaire. Kwame Hervé d'abord. Abidjan, capitale économique ivoirienne. C'est depuis le 22e étage de cet hôtel en bordure de la lagune Brié que les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso se retrouvent avec leur délégation pour entamer la dernière ligne droite de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari et son homologue de la Côte d'Ivoire Kandia Camara Kamisoko vont statuer sur les recommandations faites par les experts au terme de 48 heures de travaux en commission. L'une des commissions les plus attendues à ce 9e TAC était celle chargée
de traiter la question de la fermeture depuis plus d'1 an de la frontière entre les deux pays à cause de la Covid-19. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour dans notre commission, mais l'essentiel ici, en fait, c'est cette question-là qui, effectivement, donc, concerne les frontières et qui touche ce que vivent les populations de façon quotidienne. Nous avons recommandé, en tout cas aux politiques, aux autorités politiques, qu'il était important que les frontières soient ouvertes, bien sûr dans le strict respect des conditions de sécurité et de santé, de conditions donc sanitaires, pour effectivement donc préserver les deux populations. La recommandation faite par les experts des deux pays sera-t-elle entendue par les politiques à qui revient la décision finale? La réouverture de la frontière au terme de ce 9e TAC sera peut-être le signe que ce rendez-vous n'est pas une tribune stérile, un entre-soi politicien, comme le pensent plusieurs personnes de part et d'autre de la frontière. À tort, considère d'ailleurs cet autre expert burkinabé. À quoi là ça sert? C'est vrai, par moment, les populations demandent à quoi ça sert. Est-ce que passe pas le temps peut-être à manger, à boire? Mais la finalité, c'est les populations. Donc je pense que les deux chefs d'État avaient donné des orientations claires et précises à ce niveau, de véritablement aller dans le sens d'un TAC des peuples. C'est-à-dire les populations doivent se sentir. Pour parler d'un secteur qui n'est pas le mien, vous avez la question de l'énergie. C'est une réalité. Grâce au TAC et autres, l'État ivoirien aussi consent à une fourniture d'énergie, même par moment, mais à titre exceptionnel. Voilà, si le projet autoroutier aboutit, vous verrez que c'est au bénéfice des populations. Voilà, donc c'est de plus encourager les acteurs du TAC à aller vers des résultats concrets pour les populations. Parce qu'il ne faut pas jeter l'eau avec le bain, et le bébé plutôt. En tout cas, le TAC, c'est l'un des meilleurs instruments qu'on a pu inventer. L'autoroute Abidjan-Ouaga, le chemin de fer, la lutte contre le terrorisme, la traite des enfants, entre autres, tous ces sujets seront sur la table du Conseil de gouvernement conjoint demain 27 juillet, présidé par les premiers ministres des deux pays. Mettre fin à l'extrémisme violent et à la radicalisation, la réflexion se mène à Ouagadougou. C'est à travers une journée de partage d'expériences initiée dans le cadre d'un programme de l'USAID, Partenariat pour la paix. Justin Monto. Éliminer l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel, c'est l'objectif du projet Partenariat pour la paix USAID P4P, lancé en septembre 2016. Cette initiative du gouvernement américain vise à appuyer les gouvernements et les organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest en vue de mettre fin à la radicalisation et à l'extrémisme violent au Sahel. Puisque le projet Partenariat pour la paix prendra fin en août 2022, toute l'équipe de mise en œuvre a bien voulu organiser une journée de capitalisation et de partage d'expériences dans chacun de ces pays d'intervention, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie. En termes d'acquis, l'USAID a contribué fortement à l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent. Notre pays traverse des moments très difficiles pour ce qui concerne le terrorisme. Les États-Unis ont une très grande expérience dans ce domaine, dans la lutte un peu partout dans le monde, peuvent apporter une contribution immense. C'est clair, et ça par rapport donc à la question de la cohésion sociale, par rapport à la question de la radicalisation et par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et un accent particulier devrait être mis justement sur les aspects prévention et stabilisation. Le gouvernement américain reste déterminé à appuyer le gouvernement de Burkina Faso et les sociétés civiles. Selon la représentante résidente de l'USAID, durant ces 5 dernières années, le projet a contribué à renforcer la capacité de centaines d'acteurs clés pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Le terrorisme, c'est aussi une question de communication, un document pour mieux communiquer, expliquer comment mettre à contribution toutes les communautés pour passer l'éponge sur les crises sécuritaires. Le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère en charge de la communication fondent dans la synergie pour sortir une bonne stratégie de communication. Benjamin Kwame.
Plus de 5 ans que le Burkina Faso subit des attaques de groupes armés dans plusieurs parties du pays, occasionnant des déplacements internes des populations et accentuent les crises humanitaires. Des situations qui mettent en péril le vivre ensemble des communautés. Le programme des Nations Unies pour le développement, aux côtés du gouvernement, a initié cet atelier pour développer de nouvelles stratégies de communication pouvant renforcer l'intervention de toutes les communautés pour des résultats plus efficients. Et cela dans l'optique de la perspective de relèvement post-crise. Il est important qu'on renforce la résilience des populations de communautés à faire face à toutes ces difficultés. Mais pour ce faire, il faut également assurer que la population et les communautés sont mobilisées. D'où l'importance d'élaborer cette stratégie qui va permettre de mobiliser toutes les populations affectées et même celles des zones qui ne sont pas affectées pour pouvoir mettre en œuvre toutes les actions de résilience et se les approprier. Et je pense que c'est important d'avoir cette mobilisation communautaire et surtout dans la perspective des activités de relèvement post-crise. La mobilisation des communautés se veut donc participative, que ce soit sur le plan sécuritaire, environnemental, avec les catastrophes naturelles et le plan socio-économique, tous les acteurs doivent être impliqués. Raison suffisante pour le ministère de la Communication d'appuyer cette initiative, lui qui reconnaît que la communication est un levier primordial pour atteindre ses objectifs, avec des attentes bien précises. Il ne s'agit plus d'agir en lieu et place des populations, mais il s'agit maintenant de considérer les populations comme étant une entité assez responsable avec laquelle il faut désormais composer. On va s'attendre à ce que la communication soit désormais au centre de la stratégie en matière de communication, en matière de développement de notre pays. On va s'attendre au fait que de plus en plus dans notre pays, il est question de repositionner la communication pour que la communication n'intervienne pas seulement quand il y a crise, mais que la communication puisse être également en amont au début pour éviter qu'il y ait des difficultés. On va s'attendre aussi à ce que la communication soit cet outil-là qui permet de remobiliser la population, leur donner de l'espoir et leur permettre d'être encore plus résilientes. Cette stratégie de communication et de mobilisation des communautés prend en compte, en plus des crises humanitaires, la pandémie de la Covid-19. Elle est soutenue par la Suède, qui indique que ce programme intervient dans sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso et il est toujours important de rendre les communautés résilientes face à toutes les crises qui affectent le pays. C'est ce que laisse entendre Suzanne Alden, chargée d'affaires à l'ambassade de Suède au Burkina Faso. La crise sécuritaire qui impacte sérieusement le secteur agricole et engendre un stress alimentaire au Burkina Faso. À Ouagadougou, des acteurs de l'agriculture biologique sont en concertation pour une agriculture durable. En fait, ils préparent le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Justin Monton. Des organisations paysannes et des organisations de la société civile actives dans la promotion de l'agriculture biologique en concertation à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les différents acteurs attendent de faire des propositions pour une agriculture durable. Des recommandations qui devraient permettre d'apporter des aliments sains à la table de millions de personnes menacées par la faim. Cette situation ne peut pas nous laisser indifférents. Parce que ce qui est proposé ne permet pas au monde de sortir de cette situation dramatique. C'est pourquoi les OCSC, qui sont des organisations qui ne sont pas prises en otage, qui sont libres, qui sont indépendantes, vont formuler des recommandations permettant de sortir de cette situation. Si on tient compte du Burkina Faso, c'est le même constat. C'est le même constat. Au niveau des concertations nationales, nous avons été surpris. Et justement que lors des concertations du 15, on nous parle de biotechnologie, de promotion des OGM, alors que dans le cadre des groupes de comités d'experts, cela n'avait pas été évoqué. Donc il est tout à fait normal que nous ayons un regard alternatif par rapport justement aux thèmes qui sont développés dans le cadre de la préparation de ce sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Cette rencontre se tient en prélude du Forum mondial qui se tiendra à Rome et ensuite à New York. Une concertation initiée par le secrétaire général des Nations Unies.
Démographie et enregistrement des faits d'état civil, quel enjeu pour le développement au Burkina Faso? Un sujet qui fait débat au sein du Conseil national de la population. Une solution technologique innovante et intégrée dénommée e-civil a été mise en place. De quoi s'agit-il exactement? Explication, Archimède Boy. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil connaît des difficultés liées au faible taux d'enregistrement des faits d'état civil. En 2018, ce taux était inférieur à 50% selon le ministère en charge de l'administration territoriale. C'est pour pallier à cette insuffisance que le Conseil national de la population met en place une solution technologique innovante et intégrée dénommée e-civil, un système d'enregistrement électronique présenté au cours de ces 24 heures de débat sur la démographie. E-civil va permettre en tout cas de corriger toutes ces insuffisances-là, permettre d'enregistrer en tout cas les enfants dès la naissance. C'est un bracelet qui sera en tout cas attaché dès que l'enfant naît. Il va porter un bracelet avec un numéro d'identifiant unique qui permet de le prendre tout de suite en compte au niveau de l'état civil. Pour la Direction générale de l'économie et de la planification, cet outil contribuera à une meilleure orientation des politiques économiques. Ça nous permet en tout cas d'assurer un meilleur suivi de nos politiques et surtout de considérer l'impact de ce que nous investissons sur la population et de ce que nous obtenons comme résultat en termes d'amélioration des conditions de vie. Les faits d'état civil sont la première source d'information démographique au Burkina Faso. Ils constituent un instrument de bonne gouvernance et de renforcement de la démocratie, indique la ministre en charge de la décentralisation. La chronique économie de ce lundi, Covid-19 et gratuité de l'eau, il y a des préjudices à l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Vous le savez, en 2020, le gouvernement burkinabé a permis aux consommateurs de bénéficier de la gratuité de l'eau pendant 3 mois pour les aider à faire face aux mesures restrictives liées à la Covid-19. Durant donc cette période, dans les domiciles, les marchés Zeyar et dans les bonnes fontaines, les populations restées confinées par moments ont utilisé l'eau sans payer une seule facture. La mesure d'urgence est passée et on note que certains consommateurs ont abusé de cette gratuité en gaspillant la ressource. Cela a coûté à l'État plus de 6 milliards de francs CFA et c'est l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui subit ce préjudice dans sa trésorerie. Les Échos de l'Écho, c'est signé Benjamin Kwame. D'avril à juin 2020, le gouvernement burkinabé permettait à l'Office national de l'eau et de l'assainissement d'ouvrir ses vannes pour approvisionner de milliers de ménages à cause de la Covid-19 qui avait limité les mouvements des populations. 3 mois durant, les abonnés particuliers, les bonnes fontaines, tous ont utilisé l'eau sans qu'aucune facture ne soit payée à la limite de 8 mètres cubes. Le gouvernement devrait prendre en charge toutes les factures de cette période. Seulement, au 31 décembre 2020, il a été constaté que cette gratuité a occasionné des abus et des gaspillages coûtant à l'État et par ricochet l'ONEA plus de 6 milliards de francs CFA. C'est le rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption qui le révèle. Les consommateurs vraiment ont profité de cette gratuité-là pour s'abonner à des gaspillages d'eau. Alors, deuxième constat que les enquêteurs de l'ASC ont révélé, ça n'a pas de lien, puisqu'on ne dit pas que le gaspillage là, ça a un lien avec le montant. Mais on note que cette gratuité d'eau a coûté très cher à l'État burkinabé, soit un montant de plus de 6 milliards de francs CFA que l'État doit payer à l'ONEA. L'autre raison qui a fait grimper ces factures à plus de 6 milliards, c'est l'annulation des pénalités de retard sur près de 800 000 factures. Elles ont été préjudiciables à l'ONEA à un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA. La prise en charge des factures des marchés EYAR, elles ont coûté plus de 39 millions de francs CFA au cours de ces 3 mois. Pourtant, ces marchés étaient censés fermer. Même si le gouvernement a déjà payé 3,5 milliards de francs CFA, cette somme a failli plomber la trésorerie de l'ONEA, selon l'ASCLC. Jusqu'en décembre 2020, l'État avait remboursé 3,5 milliards de francs CFA. Donc il reste à peu près encore 3 milliards de francs CFA. Cette gratuité a
à plomber la performance de l'ONEA. Alors, parce que maintenant, il fallait attendre que l'État, que la mesure finisse en juin, que l'État ait l'argent pour payer. L'État a payé qu'en décembre, soit 6 mois après. Donc, vous savez, ça joue sur la performance de la société, ici sa trésorerie. Un gap de 3 milliards est là. La distribution des factures est désormais bimestrielle. Plusieurs consommateurs, depuis quelque temps, se plaignent de l'augmentation de leurs factures. Dès lors, des inquiétudes et interrogations se posent. Ces consommations de trop ne seront-elles pas payées petit à petit par les consommateurs eux-mêmes? Il reste à le découvrir. Mais il est à noter que la mise en œuvre de cette mesure sociale a été effectuée sans plan opérationnel d'urgence. Non, il n'y a pas eu de plan établi. Dès l'avènement de la Covid, vous savez qu'au Burkina, c'est arrivé le 9 mars. Le 2 avril, le président de Faso a annoncé des mesures que le gouvernement a essayé de concrétiser. Donc, il fallait parler à l'urgence. C'était des mesures urgentes pour parler à une situation urgente. Pour éviter ces manques à gagner à l'avenir, il serait judicieux pour le gouvernement de préciser les modalités de paiement, effectuer clairement un plan opérationnel d'urgence et établir un protocole d'accord avec les structures concernées. FBDES, le Fonds de développement économique et social, va à la rencontre des innovateurs. Il a l'impression de ne pas être bien connu des jeunes. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, Bruno Compaoré dévoile davantage les missions de son institution. Les étudiants sont appelés à s'intéresser au programme Burkina Startup. Arsène Konitamde. Université Norbert Zongo de Koudougou, le FBDES, Fonds burkinabé de développement économique et social, vient à la pêche de potentiels innovateurs. Le fonds, dans ses activités, s'est rendu compte de la faible connaissance de son programme Burkina Startup. En venant dans ce temple du savoir, composé essentiellement de jeunes, le fonds a pour ambition d'informer, sensibiliser et inciter les jeunes à s'intéresser davantage à son programme afin de favoriser l'émergence et la croissance de PME innovantes. Ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, c'est l'information. C'est la connaissance, mais surtout également, c'est la capacité à saisir les opportunités. C'est une opportunité qui les est offerte. C'est pour permettre au Fonds burkinabé de financer ces jeunes-là qui ont des projets innovants, mais qui n'ont pas de garantie, qui n'ont comme garantie que leur propre idée. Donc nous sommes venus pour communiquer sur ce programme et dire aux jeunes de postuler à ce programme. Et l'avantage ici, c'est que nous avons digitalisé le programme. On peut être à Koudougou et postuler au programme, pour peu qu'en tout cas le projet soit innovant. Le FBDES dispose d'une enveloppe financière de 10 milliards de francs CFA pour le financement de projets innovants sur une période de 5 ans. 259 projets ont été proposés par les entrepreneurs, mais seulement 16 ont été retenus. Le fonds veut donc fournir des rudiments nécessaires aux étudiants de Koudougou pour qu'ils soient à même de faire des propositions intéressantes. Il y a un petit problème avec la qualité des projets. Et ce que nous allons apporter ici, c'est aider les étudiants à bien comprendre toutes les facettes liées au montage d'un bon projet innovant. Et notamment une étude de marché aussi en bonne et due forme. Et quel est le modèle économique pour pouvoir commercialiser votre invention. Donc on va donner les ressources aux étudiants de comprendre un peu comment aller vers le prototypage, les modèles qui fonctionnent. Cette initiative réjouit les autorités de l'université Norbert Zongo qui espèrent voir sortir de leurs murs des entrepreneurs à succès capables d'impulser le développement. Nous sommes surtout heureux de constater que le fonds est toujours avec nous. Le fonds est toujours avec nous pour nous aider à avancer dans le chemin qui est celui des universités à l'heure actuelle, de faire en sorte que les mentalités changent au regard de l'emploi des jeunes, que les mentalités changent au profit justement de l'idée de se dire qu'on peut s'auto-employer et créer des emplois. Après Koudougou, le Fonds burkinabé de développement économique et social ira à la rencontre des communautés estudiantines de Bourg-du-Lasso et de Gawa. La musique pour terminer avec l'événement du week-end. Le rappeur français Nino qui a tenté le palais des sports de Ouaga 2000. C'est un palais des sports qui n'a pas fait le plein à craquer, mais le concert a tenu toutes ses promesses avec de milliers de jeunes qui ont chanté en chœur avec leur idole. Un spectacle qui a aussi drainé de nombreux artistes nationaux et africains. Ambiance en son et en image avec Benjamin Kwame.
C'est son tout premier grand concert au Burkina Faso. William Nzobazola, plus connu sous le pseudonyme de Nino, un rappeur français d'origine congolaise. Nino défie le Palais des Sports de Ouaga 2000 avec ce spectacle pour montrer qu'il a des fans de sa musique au Burkina Faso. Contrairement à Kayaoto qui évolue dans ce même registre et qui a fait le plein à craquer du palais le mois dernier, les 8000 places environ de l'édifice n'ont pas été toutes occupées par les mélomanes. Prévu pour 17h, le rideau est tiré sur la première partie de ce spectacle vers minuit, avec les grosses têtes de la musique burkinabé comme Emile Le Chanceux, Mistania, Kayaoto. À côté, il y avait Audrey, Hugo Boss et la star nigériane Kim Martins et bien d'autres. L'horloge indique 2h moins 5 minutes. Nino, la star du jour, sort sous les projecteurs. Ses fans ne tiennent plus sur pied. C'est l'euphorie. Puis, il passe en revue quelques titres qu'adorent ses fans. Avant de quitter la scène, Nino a gratifié encore son public du titre Likolo featuring avec Fally Ipupa, qui atteint plus de 22 millions de vues sur YouTube. C'était trop chic, voilà, c'est ça. On a trop aimé aussi, comme on l'aime là-dedans. Le concert s'est bien passé. On s'est amusé, c'était l'essentiel. Je connais l'artiste depuis longtemps, je le suis. Tous les titres de Nino me marquent. C'était le feu, hein, vraiment. On a apprécié le concert, on est content, on va rentrer à la maison maintenant. On remercie Big Money AKG de nous avoir permis de voir Eni ici au Burkina Faso. Des fans joyeux, mais que dit l'organisateur du spectacle et la star du jour au terme de ce concert? Le pari a-t-il réussi? Au regard du palais à moitié plein, Nino est-il fier de son spectacle à Ouagadougou? Nous n'en saurons rien, car ni l'un ni l'autre ne s'est prêté à notre micro pour le signifier. Tout de même, un deuxième concert est prévu le dimanche 25 juillet 2021, cette fois à Canal Olympia. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur BFM. À demain.